Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. À l'est du barrage de Serre-Ponçon, voici la vallée de l'Ubaye. Elle tire son nom de la rivière qui la traverse, un autre affluent de la Durance. Ces rivières, difficilement franchissables, ont longtemps limité les échanges entre les vallées. Il a fallu attendre le 19e siècle pour édifier des ponts sur ces reliefs escarpés et permettre le désenclavement des villages d'altitude. Au milieu de la vallée de l'Ubaye, le pont du Châtelet est l'un de ces ouvrages spectaculaires. Construit en 1882, dans des conditions périlleuses, il surplombe l'Ubaye, 90 mètres plus bas. Ingénieur, Philippe Auran supervise l'entretien de ces ponts. Donc là, on traverse un hameau de la Haute-Ubaye qui vivait en complète autarcie pendant tout l'hiver, isolé de toute voie de communication principale jusqu'au milieu du 19e siècle. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'échanges entre ces hautes vallées et la basse Provence. Selon les époques, les ponts permettaient de relier les vallées, mais ils pouvaient aussi laisser passer les envahisseurs. À 40 km à l'ouest, un autre pont, emblématique de la vallée de l'Ubaye. Construit au 19e siècle, au-dessus d'un ravin, voici le pont du Pas de la Tour. Il y avait un premier enclavement historique et jusqu'aux années 1814, le Piémont se situait en rive droite de ce ravin et en rive gauche, on se trouvait en France. Il y avait toujours une certaine réticence des autorités militaires à voir se construire des ponts. Donc pendant longtemps, ils ont retardé la construction de ces ponts. Et même quand ces ponts ont été construits, ils prévoyaient à l'intérieur de tous ces ouvrages des chambres de minage. C'était des espèces de puits dans lesquels on pouvait descendre des charges explosives et faire sauter les ponts en cas d'agression du pays voisin. Le pont du Pas de la Tour est aujourd'hui fermé au public. Il est remplacé par une structure moderne, construite à une dizaine de mètres. À chaque passage de véhicule, le pont subit une pression. Chaque année, les ingénieurs inspectent donc l'ensemble de l'ouvrage. C'est un fissuromètre donc, qui permet de savoir quelle est l'ouverture en fait, de la fissure et de vérifier son évolution dans le temps. Il y a quelques fissures qui ont été tracées auparavant sur les précédentes inspections. Le but de notre manœuvre, c'est de vérifier justement si ces fissures ont évolué. Le trait qui est perpendiculaire permet d'indiquer la fin de la fissuration et ça nous permet d'identifier tout de suite s'il y a une évolution. On la verrait se poursuivre au-delà du trait. Quant à l'extérieur du pont, il est inspecté au moyen d'un drone. Donc là, on est en train de faire l'inspection de la corniche et en même temps de l'âme de l'ouvrage, la partie oblique du caisson en fait. Donc on essaye de s'avancer au plus proche pour avoir la meilleure résolution au niveau des fissures et de tout ce qu'on peut voir comme défaut sur l'ouvrage. C'est vrai qu'on a des points de vue qu'on n'arrive pas à voir autrement qu'avec le drone, ça c'est certain. Comme l'Ubaye, la Durance est longtemps restée infranchissable. Les ponts en bois ont toujours été détruits par les crues. Les voyageurs traversaient au moyen d'un bac. On appelait ça des bacs à trail.
C'était des espèces de barques très plates qui étaient guidées par un câble qui était mis en travers de la Durance. Ces bacs étaient très fragiles et lors des crues, les vitesses étaient tellement importantes et les débits tellement importants aussi qu'on se retrouvait avec des bacs qui étaient emportés et des gens périssaient noyés dans la Durance. La traversée de la Durance était périlleuse. C'est seulement au XIXe siècle que les ingénieurs ont trouvé la solution. La grosse invention, ça a été les ponts suspendus, qui combinaient des tabliers suspendus à des câbles qui permettaient d'avoir des portées de plus de 100 mètres sans appui intermédiaire dans la rivière. Au XIXe siècle, 32 ponts suspendus sont ainsi établis au fil de la Durance. Nous approchons maintenant du seul pont qui ait résisté depuis l'Antiquité. À Sisteron, le pont de la Baume profite d'un des rares resserrements de la rivière. Dès l'époque romaine, la cité prospère grâce à cet avantage. Philippe retrouve ici un spécialiste d'un autre genre. Donc ce pont a aussi une autre particularité, c'est qu'il est habité par des occupants permanents. Alors c'est des animaux très fragiles et très sensibles, donc on va essayer de faire le moins de bruit possible et essayer de respecter au plus leur lieu de vie. Voilà, suivez-moi. Raphaël Colombo est naturaliste. Lui aussi s'intéresse au pont de la Durance. Avec ses 15 mètres de haut, l'intérieur du pont de la Baume ressemble à une petite cathédrale. Il abrite une espèce rarissime. Là, il s'agit du grand murin et du petit murin, deux espèces cousines. Alors en fait, c'est une colonie de chauves-souris d'une espèce très rare et protégée à l'échelle européenne. Et donc, 2 fois dans l'année, on vient ici en essayant de respecter au maximum le lieu et ses habitants, de les déranger le moins possible, et on les compte. Et le meilleur moyen de les compter, c'est de faire une photo et de vite s'en aller. Les chauves-souris sont des animaux très fragiles. Dans ce pont de Sisteron, elles vivent à l'abri du bruit, de la lumière et des prédateurs. Toute la journée, le soleil chauffe les pierres et la nuit, la chaleur est restituée dans ce pont. De ce fait, quand les femelles partent chasser, leurs jeunes sont à l'abri et au chaud. Et puis aussi, on est à un carrefour. Il y a la Durance en dessous. C'est une sorte d'autoroute pour les chauves-souris. C'est entre chien et loup que Raphaël poursuit sa mission. L'heure à laquelle les chauves-souris partent chasser sur la Durance. Normalement, elles doivent commencer à s'exciter un peu, à faire leur toilette, à se dégourdir les ailes, et puis elles vont sortir pour commencer leur journée ou leur nuit. Mais pour les percevoir, il faut un appareil à ultrasons. C'est-à-dire que les chauves-souris vont crier dans les ultrasons pour se déplacer dans le noir, et on peut, grâce à la forme des signaux, à leur sonorité, à leur couleur, à leur fréquence, reconnaître les espèces qui chassent. Voilà. Ah, ça y est. Ouais, ça sort, là, ça y est, 2, 3. Ce sont des animaux qui sont vraiment mystérieux. Et la plupart des questions qu'on me pose sur les chauves-souris, je suis incapable d'y répondre. Et c'est ça qui les rend fascinantes. Par exemple, cette espèce-là, dans quelques jours, elle va partir. On ne sait pas où. Et elle reviendra au 15 mars. Et entre ce 15 octobre et ce 15 mars, on ne sait pas ce qu'elles vont faire.
En Haute-Provence, on trouve des trésors d'architecture tout au long de la Durance. À 10 km au sud de Sisteron, Volonne, un ancien village médiéval. Jusqu'à la Révolution française, les seigneurs prélevaient un péage sur la route de la Durance, reliant Sisteron à Digne. Au cœur du village, Volonne a conservé son château. Derrière sa modeste façade, il cache un décor remarquable. Il y a 10 ans, Philippe Berton est tombé amoureux des gypseries provençales. L'escalier de Volonne en est l'un des plus beaux exemples. Les gypseries sont des décors en plâtre extrêmement raffinés. On doit ce chef-d'œuvre au seigneur de Volonne. Au XVIIe siècle, il passe commande de ces gypseries exceptionnelles à l'occasion de son mariage. Pour l'anecdote, c'est Melchior de Halavoir qui a fait construire cet escalier pour sa femme. Et il s'est ruiné quasiment en créant ce décor. Voilà. Et je trouve qu'il y a une mise en décor qui est esthétique. Enfin, comme on dit, ça plaît à l'œil, quoi. Même sans rien connaître de l'histoire de l'art, on peut être que charmé par ce décor. Enfin, vraiment, même si on ne sait pas du tout de quelle période, qui l'a fait, enfin, c'est vraiment remarquable. Philippe est un artiste gypier. Il est venu évaluer les travaux nécessaires à la restauration de cet escalier monumental. On voit un pont qui enjambe la Durance. Alors à l'époque, on avait plutôt un bac qui permettait de passer de l'autre côté de la Durance. Donc là, on peut imaginer le Châtelain ici qui percevait les péages. Par contre, la chose étrange, c'est que maintenant, il ne reste plus que ces décors-là dans les escaliers. Mais il faut imaginer que les façades étaient comme ça. Et dans les Alpes de Provence, c'était très fréquent. Et on avait des gypseries en façade. Malheureusement, elles ont été en grande partie détruites pour aller remettre des enduits beaucoup plus lisses et beaucoup plus tendus, malheureusement. Pour restaurer ces décors, il faut trouver la matière première. À Clamensanne, à 21 km au nord de Sisteron, Philippe trouve du gypse de grande qualité. Dans les forêts alentours, un sentier chaotique. Ce chemin était fréquenté plutôt on imagine, par des ânes ou par des charrettes. Et donc quand j'ai commencé à m'intéresser de plus près, à essayer de cuire du gypse pour en faire du plâtre, en me promenant, en cherchant, en faisant de la prospection, j'ai retrouvé cette carrière qui était au bout du chemin. Les recherches de Philippe l'ont conduit vers une carrière à ciel ouvert datant du 19e siècle. Elle n'est plus exploitée, mais présente encore des affleurements de gypse. Le gypse, c'est un sel qui a cristallisé pour devenir une roche tendre, mais compacte. Ah, purée. Cette carrière fournit un plâtre très pur. Philippe et sa stagiaire ne cueillent que le strict nécessaire. Pas besoin de creuser. Voilà. Donc là, attention, on fait tomber les blocs. Donc là, on profite des couches successives de gypse qui se décollent toutes seules. Le gypse local est un matériau très particulier. Les éclats de pierre qu'il contient donnent leur teinte aux maisons provençales. On voit ici un bloc de gypse rose avec des parties blanches. On imagine très bien que ce bloc de gypse cuit va produire un plâtre coloré puisque le gypse est rose. Voilà. Donc on ramène tout ça à dos d'homme ou à dos de femme. Sans blague. Le gypse est apparu en Haute-Provence il y a 200 millions d'années. Lorsque la mer Méditerranée recouvrait ces massifs. En s'évaporant, la mer a laissé d'énormes dépôts de sel emprisonnés dans les strates de ces falaises.
Ce sel, c'est le gypse, un matériau abondant qui a toujours été un élément essentiel de l'architecture provençale. À Clamensanne, Philippe a remis en état l'ancien four qu'utilisaient les gypiers. Il y fait cuire la roche au feu de bois pendant plusieurs heures. C'est ce qui donne aussi la richesse de couleur du gypse, c'est qu'on va retrouver des morceaux de charbon de bois dans l'enduit au plâtre. Cette cuisson très lente va permettre d'éliminer une grande partie de l'eau contenue naturellement dans la roche. Le plâtre, c'est une forme déshydratée du gypse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va le réduire en poudre. Une fois qu'il est réduit en poudre, on va mélanger cette poudre avec de l'eau. Il va se réhydrater et ça va redonner du gypse. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le cycle est infini. En matière d'éco-construction, c'est vraiment le matériau idéal. Le gypse est aussi un parfait isolant thermique, car l'eau qu'il contient fait baisser la chaleur. En 1667, le gypse a peut-être sauvé Paris des flammes. Louis XIV a imposé à Paris d'enduire toutes les façades au plâtre, justement pour éviter la propagation des incendies suite à un incendie important qu'il y a eu à Londres. Et pour éviter ces mêmes incendies énormes, parce qu'on avait beaucoup de bâtiments en bois, et bien en fait on recouvrait tous ces bâtiments avec des enduits au plâtre. Pour produire un plâtre artisanal, Philippe a dû apprendre les techniques ancestrales des gypiers de la Durance. Un peu de la poussière. Voilà. Au départ, c'est vrai que c'était une passion, quoi. Trouver une matière première, le gypse, voir qu'on pouvait le cuire et qu'on pouvait produire du plâtre, ça c'est passionnant, cette transformation par la cuisson. Et puis il y a aussi qu'il y a un vrai savoir-faire des métiers du plâtre. Et c'est des choses qui ont tendance à disparaître maintenant. Le plâtre est plutôt emprisonné entre deux plaques de carton maintenant. C'est le plaque au plâtre. Tout ce qui concerne le plâtre, les cuissons du gypse, etc., c'est quelque chose qui a été complètement perdu. Le gypse est exploité depuis le Moyen-Âge en Haute-Provence. Les gypiers voyageaient à travers toute la vallée de la Durance, favorisant la circulation des techniques et des savoir-faire. À 20 km au sud de Clamensanne, Valerne. Ici, le gypse retrouve ses lettres de noblesse. Avec ses fenêtres à croisées, cette maison de campagne possède l'un des derniers témoignages de gypserie traditionnelle. C'est Philippe qui les a restaurés. En extérieur, on pouvait avoir des visages qui pouvaient symboliser les saisons, par exemple, avec des chapeaux différents. On peut supposer qu'il s'agissait des visages des propriétaires. C'était assez fréquent. Aujourd'hui, le chantier est loin d'être terminé. À l'étage, une cheminée en gypse du XVIIe siècle. L'une des dernières de la région. Ce qui intéresse Philippe aujourd'hui, ce sont ces deux visages qu'il doit restaurer. Le gypse est maintenant prêt à l'emploi. Son utilisation exige une grande rapidité d'exécution, car le plâtre sèche très vite. Voilà, donc on approche grossièrement, puis on finira en sculptant, en taillant grossièrement. Le but, c'est de se mettre de comprendre le geste du gypier qu'il a créé, et puis essayer de redonner la forme. Alors c'est vrai que le nez est totalement manquant, donc on essaye d'imaginer un nez. Voilà. Il n'existe aucun écrit sur les techniques des gypiers. Leur savoir se transmettait uniquement à l'oral. Il y a aussi à creuser les ailes, là, ici. On peut lui affiner ça. Ici, ouais, on peut descendre.
Et il y avait des petites pierres noires. Ah oui, Dans les ici, yeux. il y a les trous là, ouais. Peu à peu, le visage retrouve son apparence. De quoi réjouir la propriétaire des lieux. Et voilà. Oh, qu'elle est belle! Oh, elle est superbe! Ça commence à Oh, dis donc. prendre forme. Ce qui est bien, c'est que le drapé, lui, Elle, il est le quasiment drapé est intact. superbe Ouais. et elle a vraiment la même expression que la figurine de dehors. Hein. Ah oui, c'est la même tête. Hein. On est C'est la vraiment même sur tête, c'est exactement la même formidable. tête. Ben, ça me fait plaisir, hein, j'aurais jamais cru. Alors, souvent, les gypseries, on les trouve dans les grands châteaux. Et là, elles sont conservées. Mais une maison de campagne, c'est toujours voué à la démolition. Donc, ça disparaît. Ça doit être une des dernières maisons de campagne à conserver ces gypseries. À partir du XVIIe siècle, le gypse devient l'élément à la mode dans tous les châteaux de Provence. C'est dans le Luberon qu'on peut en admirer les plus beaux témoignages. À 120 km au nord de Volonne, le château d'Ansouis domine toute la plaine de la Durance. Le château possède une extraordinaire collection de gypseries. Elle se situe dans l'Ermitage, une petite maison au 2e étage, censée abriter les appartements privés. Aujourd'hui, Philippe a rendez-vous avec Alexandre Mahut. On va regarder celui-ci, si vous voulez. Cet historien de l'art a passé des années à déchiffrer ces décors uniques. Ici, vous avez Madame de Villeneuve qui est représentée allaitant son enfant, et ce n'est pas une nourrice qui s'en charge. Et ce qui est très intéressant, du coup, eh bien, c'est que vous avez là un rôle nouveau familialement. Vous avez le rôle d'une mère qui est naissant, avec ici une mise en scène en plus très crédible. Regardez, vous êtes dans l'Ermitage, vous êtes dans la pièce où nous nous trouvons, qui est matérialisée là aussi en gypserie. Et puis, vous retrouvez les éléments caractéristiques, la cheminée qui se trouve là, un très très beau canapé Régence et puis un petit berceau qui est entrouvert. Donc vous avez en plus des décors qui ici font l'écho d'une pratique sociale. L'originalité de ces gypseries, c'est de raconter la vie quotidienne de leurs propriétaires. C'est la photographie de l'époque. On prend des photos et on a un instantané où on voit des scènes de la vie courante. C'est pareil dans sa salle à manger, dans sa chambre. On met des photos de ses voyages. Ça peut être les chinoiseries. On met des photos de sa compagne ou de son compagnon. On met des photos, voilà. Mais c'est un peu la même chose en fait. On restitue l'environnement qu'on a autour de soi à travers des photos. Et là, ce sont des gypseries. On a un décor qui est carrément creusé. Presque on pourrait lire sur les livres qui sont posés sur la table. Pour moi, c'est génial. Longtemps considérée comme le fléau de la Provence, la Durance est devenue au cours du XIXe siècle sa première richesse. En 1860, un canal va bouleverser l'économie de la Haute-Provence. Il irrigue Manosque, la ville la plus peuplée de la région. Tout au long de ses 57 km, le canal alimente aussi 13 communes du Luberon oriental. Le défi est colossal. Pour amener l'eau dans ces terres arides et haut perchées, les ingénieurs captent l'eau de la Durance, qui coule plusieurs dizaines de mètres plus bas. Pour franchir ces reliefs,
283 ouvrages d'art jalonnent le cours du canal. Un patrimoine de grande valeur sur lequel veille l'égadier. En Provence, c'est ainsi qu'on appelle celui qui distribue l'eau. Chaque jour, Fabrice Guetta surveille le niveau du canal grâce à ce siphon. Bon là, je vais ouvrir la vanne car on a trop d'eau dans le canal. Je vais faire baisser le niveau du canal et envoyer ça dans le Lozon, là-bas, dans le cours d'eau qui est un peu plus bas. Construit à flanc de coteau, le siphon permet à l'égadier de gérer à tout moment l'irrigation de 4000 hectares de terre. Un pan entier du Luberon oriental. L'égadier est le plus grand connaisseur du canal et de ses filioles. Tous les jours, je fais mon branchement sur mes rigoles, ce qu'on appelle le tour d'eau, qui sert à distribuer l'eau aux agriculteurs. Et quand j'ouvre cette rigole-là, les agriculteurs qui sont plus bas là, vont prendre de l'eau. Et là, je vais aller en fermer une qui a duré, elle aussi, qui a eu son tour d'eau, qui a eu son temps d'arrosage. Voilà, pour que mon niveau du canal reste constant. Le tour d'eau du canal de Manosque est un exemple du genre. « 175 km de rigoles d'arrosage quadrillent le territoire. Elles permettent aux agriculteurs de se partager l'eau de manière équitable. De jour comme de nuit, l'égadier peut intervenir sur leurs terres. C'est lui le maître de l'eau. Si je suis pas là, il n'y a pas d'arrosage, quoi. Et quand il n'y en a pas, eh ben, des fois je l'appelle pour savoir s'il y a possibilité d'avoir un petit peu d'eau en plus ou pas. Parce que c'est vrai qu'on est souvent coincé et puis on a des tours d'eau. Ça arrive qu'il m'appelle parce que le monsieur en bas, l'autre agriculteur, est un peu plus gourmand, donc il la garde plus longtemps. Voilà, c'est la guerre de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la vie, quoi, ici, je veux dire, voilà. Grâce à ce canal centenaire, Manosque possède aujourd'hui une agriculture maraîchère très réputée. La plus grande ressource du département. Julien Romilly est installé depuis 4 ans dans la région. Ses 300 variétés de légumes bio rencontrent un franc succès sur les marchés de Provence. C'était un rêve et j'ai eu la chance de pouvoir le toucher du doigt. Donc, et puis l'environnement autour de nous, c'est pas mal quand même. Tous les matins de se lever et de pouvoir travailler dans un cadre aussi superbe, il y a pire. À 50 km au sud de Sisteron, tout près de Fort-Calquier, voici le château de Sauvan. On l'appelle le Petit Trianon provençal, réplique de celui de Versailles. Aujourd'hui, ses propriétaires reçoivent une livraison un peu particulière. Ils arrivent, les occupants. Ils arrivent. Voilà. Oh, bonjour les bébés. Pécaille. Tu sais nager, quoi. Ouh. Et hop là. Ouh. Voilà. Alors là, ils vont se baigner, ça va être la fête. Hein.
Le château de Sauvant doit sa survie à 2 frères passionnés. Jean-Claude et Robert Alibert ont acquis ce domaine il y a plus de 30 ans. Il y avait des animaux autour du château, donc on a voulu recréer un peu cette vie qu'il y avait à l'époque dans le château, quoi. Et puis là, c'était en origine, c'était une pièce d'eau qui servait de vivier, de réserve d'eau pour l'incendie au château. Voilà pourquoi ils l'ont construit sur la plateforme la plus haute du château. Et en même temps, pour arroser les jardins à la française. Ce chef-d'œuvre a été édifié en 1719 par les Forbin-Janson. Depuis le Moyen-Âge, cette puissante famille se distingue au service des rois de France. On ne trouve aucun autre château de ce type en Provence. Mais lorsque Jean-Claude et Robert l'ont acquise, cette demeure était en ruine. Le palier, évidemment, c'était que des gravats. Les plafonds, on voyait le toit. Donc il a fallu nettoyer tout ça. Les vitres étaient cassées, les fenêtres n'étaient pas en très bon état. Donc il a fallu tout restaurer. Et puis alors on avait évidemment les chauves-souris qui étaient dans le château, les rideaux qui flottaient avec les courants d'air. Donc c'était le château des Hurlevents. Pendant 17 ans, les 2 frères n'ont qu'une obsession: rendre à Sauvant son apparence d'origine. Avec une infinie patience, ils rachètent un à un les meubles des Forbin-Janson, dispersés par les anciens propriétaires. Aujourd'hui, le château recèle quantité de petits trésors que nombre de musées leur envient. Au premier étage, la chambre du marquis de Forbin a retrouvé son mobilier d'époque. Dans cette pièce, ce qui m'attache le plus, c'est d'abord cette magnifique croix de procession qui est du XVIe siècle, qui est en argent. Mais ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est que derrière, elle a la Vierge à l'enfant. Et ça, pour une croix de procession, XVIe siècle, c'est extraordinaire. Plus que ses pièces d'art, c'est par sa propriétaire que le château de Sauvant entre dans la légende. La marquise de Galéan est l'amie d'enfance et le sosie de Marie-Antoinette. On raconte qu'elle a failli prendre sa place sur l'échafaud. Un buste de la reine a d'ailleurs été retrouvé enterré dans le jardin. Ce matin, une nouvelle acquisition fait son entrée au château. On va passer là. Elle concerne justement Madame de Forbin. Alors c'est un physionotrace. Créé à la fin du XVIIIe siècle, le physionotrace est un portrait de rue. C'est un procédé qu'il y avait avant la photographie. Ils mettaient le sujet de profil. Ils avaient un petit œilleton, un panographe relié à un stylo, et ils faisaient le contour comme ça, avec le pantographe. Et ensuite, c'était aquarellé, tout simplement. On voit bien marqué princesse de Galéan. Son époux, le marquis de Forbin-Janson. C'est déjà presque le début de l'industrie photographique, entre guillemets. Le physionotrace était réalisé par des artistes qui cheminaient de bourg en bourg pour proposer leurs services aux notables. Attends, je fais... Non, c'est bien le truc. Mais le vrai trésor du château, c'est sa chapelle privée. Dédiée à Saint Bruno, elle abrite une collection d'objets liturgiques très rares. Dedans, nous avons en haut l'encensoir, 18e, où le pape a le même dans sa chapelle privée à Rome. Vous avez pour mettre l'encens, c'est 18e, il y a le même au Louvre. Voilà, un petit flacon d'huile pour vous donner l'extrême onction. Voilà. L'ostensoir,
Voilà, alors ça c'est de l'argent massif, hein, d'ailleurs ça se voit, voilà, vous voyez, voilà. Et ça c'est une très belle pièce. Regardez les magnifiques têtes d'ange ici, vous voyez, voilà, ça c'est magnifique. Prochain chantier pour Jean-Claude et Robert, la rénovation du parc. 4 hectares de jardin à la française seront bientôt plantés de tilleuls, comme c'était le cas à Versailles. La Durance a déjà parcouru 200 km lorsqu'elle rencontre, sur sa rive gauche, un affluent majeur, le Verdon. Nous sommes entre Durance et Verdon, au bord du plateau de Valençol. Juché à 500 mètres d'altitude, l'ancien lit de la Durance est aujourd'hui considéré comme le grenier de la Provence. Au cœur du plateau, Valençol, l'un des hauts lieux de la production de lavande. Pour faire découvrir cette route de la lavande, Lionel et Benjamin ont eu une idée originale. Utiliser le vélo électrique pour découvrir ces vastes paysages. Le vélo, c'est un des plus beaux moyens pour découvrir la Provence. C'est une activité qui est lente, qui est sympa, qui est agréable. En plus, ça a un côté santé qui est vraiment génial. Et le vélo électrique, ça permet de faire plus de distance. C'est accessible à tous. Et ça permet vraiment de s'immerger dans ce territoire et de découvrir vraiment en profondeur. C'est ça que j'adore. Aujourd'hui, nos 2 passionnés de vélo repèrent un nouvel itinéraire. Un circuit qui part de Gréoux-les-Bains jusqu'au champ de lavande de Valençol. « 50 km entre Durance et Verdon sur la route de la lavande. Avec ses 328 hectares, le lac d'Esparon est l'une des plus importantes retenues d'eau du sud de la France. Avec ses gorges, ses criques et ses falaises, c'est également l'une des plus sauvages. La navigation à moteur y est interdite. Ici, seuls les bateaux électriques ont droit de cité. Une aubaine pour Lionel et Benjamin, qui voudraient utiliser ces bateaux pour leurs visiteurs. Ici, on est sur un parcours, je dirais, parfait, quoi. Tu arrives en vélo électrique, tu repars en bateau électrique, tu es en pleine nature. La traversée, ça va être idyllique. Et donc voilà, donc je pense que les gens, ils apprécient ça, quoi. D'après toi, on a pour combien de temps, là, la traversée? Une petite demi-heure. Une mission de reconnaissance où rien n'est laissé au hasard. Oh, tu chronomètres, hein, Benjamin? Ouais. On va raconter du temps de chargement, déchargement aussi. Ouais, mais t'as vu, c'est super rapide. Avant d'être engloutis, les basses gorges du Verdon étaient une région de collines. On traversait la rivière au moyen d'un bac. L'idée, c'est de dire, d'ici, on part et on traverse comme les anciens bacs, entre ici, cette plage de Saint-Julien, et l'autre bout du lac d'Esparon. Donc là, on a Esparon dans le viseur, c'est ça? Exactement, on voit sur la pointe du château. Les villages, autrefois perchés, sont aujourd'hui au bord de l'eau. Ainsi, Esparon percevait les péages sur la route des transhumances, entre Arles et Briançon. Construit au XIe siècle, le château d'Esparon surveillait le Verdon. Ses propriétaires, la famille de Castellane,
possédait également une partie des droits sur le plateau de Valensole. Grâce au vélo électrique, la balade se poursuit en limitant les efforts et sans craindre les côtes. On est à peu près sur des niveaux de vitesse équivalents aux meilleurs coureurs du Tour. C'est ça. Hein. Et ça, pour tout le monde, quoi. Sans effort, tranquille. On a toutes les sensations du vélo et la fatigue en moins ou la capacité de faire des distances beaucoup plus grandes et sur une journée de voir un maximum de paysages, de villages, de patrimoine, ce qu'on n'avait pas forcément avec le vélo normal et plus de plaisir qu'avec la voiture. À partir de juin, le plateau de Valensole devient entièrement bleu. Une tradition qui remonte au XIXe siècle, lorsque les parfumeurs de Grasse recherchaient de vastes étendues pour leur production de fleurs. C'est cette histoire que Lionel et Benjamin veulent raconter à leurs visiteurs. Mais en réalité, ce tapis de lavande cache un immense champ de cailloux, vestige de l'ancienne Durance. Voilà, ça c'est les fameux galets qui sont très présents sur ce plateau et qui constituent généralement le plateau de Valensole. La lavande, c'est une plante qui pousse sur les sols secs de Provence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la lavande produit donc de l'huile essentielle de lavande pour se protéger de la chaleur et de la sécheresse. Et donc, au plus on va mettre la plante dans une situation de sec et de chaud, au plus elle va produire de l'huile essentielle et au plus elle va avoir de rendement, entre guillemets, pour les professionnels. Autour de Valensole, on trouve encore quelques distilleries patrimoniales. Ce sont ces petits producteurs qui intéressent Lionel et Benjamin. Ils pourraient servir d'escale sur la route de la lavande. Bonjour tout le monde. Ah ben celle-là de distillerie, c'est une des dernières qui travaille encore à l'ancienne. On fait encore les gerbes. La distillerie, elle est vieille, c'est mon grand-père qui l'avait créée. Ici, on travaille encore comme des rustres, à la fourche. Chez Richard, on utilise même la paille de lavande comme combustible. Des techniques traditionnelles à faire découvrir. Le temps de recharger les batteries des vélos. Ce qui serait chouette, c'est que chez toi, il doit y avoir quelques prises en 220. Et ben, quand les gens sont ici, en même temps qu'ils font leur pause et que tu leur expliques la belle histoire de ce que tu fais, et ben, en même temps, on puisse recharger. Donc c'est ça le principe d'établissement branché. Moi, je suis partant à 100%. Moi, quand il y a des visiteurs, bon, ils voient mon produit, ils voient mon travail. Et ben, c'est rare qu'il n'y en ait pas un qui m'achète un souvenir. Hein. Donc tout le monde s'y retrouve. Pour Lionel et Benjamin, le pari est gagné. La distillerie de Richard sera une étape essentielle sur la route de la lavande. Là, c'est génial parce que c'est vraiment ce que j'imaginais pour les touristes. C'est cette découverte, c'est cette rencontre avec Richard, qui est un personnage vraiment haut en couleur. Moi, je suis super content qu'on arrive à monter ces balades branchées parce qu'elles sont à la fois autour de ce patrimoine vivant, ancré dans cette tradition, et elles amènent un côté innovant. Et c'est toujours ce lien entre la tradition et la modernité qu'on cherche à montrer dans les routes de la lavande. Notre voyage au fil de la Durance prend fin à 50 km au sud d'Avignon. L'école de l'air de Salon de Provence est une véritable institution dans la région. Depuis 1935, elle forme l'élite des officiers de l'armée de l'air. Le général Francis Paulet dirige cette école d'exception. Eh bien, on est parti.
Ce matin, ils s'envolent pour une mission au-dessus de la Durance. Eh bien, on arrive vers le village de Malmort qui est juste en bas. Tout à côté de la base aérienne, Malmort est idéalement situé, au cœur de la basse Durance. Et vous voyez, on est entre le Luberon à droite, les Alpilles à gauche, et on voit bien qu'il y a cette espèce d'entonnoir. Alors pour les pilotes, c'est très intéressant, parce que le vent souffle toujours dans la même direction, donc au moins on n'a pas à chercher la piste de décollage et d'atterrissage. Zigzagant entre les massifs provençaux, la Durance est un véritable couloir aérien pour les pilotes. À col du bac, 2 minutes speed for Charlie Victor 1. Et c'est une région historiquement aéronautique. En ce qui concerne les pilotes militaires, ils sont tous passés ici, ils ont tous leur point de repère. Quand on parle de la Durance, tous les officiers de l'armée de l'air, du jeune lieutenant jusqu'au plus ancien des généraux, ils sont tous passés ici, ils connaissent la Durance. Même si on est sur de la haute technologie, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Le vent, la terre, les grands fleuves, le relief, très important. Moi je suis tranquille parce que sous mon aile droite, j'ai la Durance qui ne bouge pas, qui est tranquille, qui m'assure, c'est mon assurance vie la Durance. Regardez le reflet du soleil sur la Durance qui serpente, ce sont des moments de bonheur. 2 fois par jour, le ciel de la Durance voit se dérouler un spectacle très attendu. Ah, visuel, regardez, ils arrivent, ils sont à 1 heure. Ah oui, ça y est, visuel. Ils comptent parmi les meilleurs pilotes du monde et s'entraînent chaque jour au-dessus de la Durance. Voici la patrouille de France. Romain Bétou est le leader de cette prestigieuse institution. La Durance est un point de repère géographique qui nous aide en fait à naviguer. Ça nous permet de nous axer. Donc en vol, en fait, ce que je fais quand je guide la patrouille, je vois la Durance qui arrive à 90 degrés de ma trajectoire. J'incline la patrouille sur la droite et je longe toute cette rivière. C'est une autoroute en 3 dimensions. Voilà. La patrouille de France est hébergée au sein de l'école de l'air de Salon de Provence. Faire partie de cette unité d'élite, c'est le rêve de beaucoup de pilotes de chasse. Dans ma famille, j'ai mon père qui est passionné d'aéronautique, même s'il est chirurgien, il m'a transmis sa passion pour les avions. Et puis, enfant, en voyant les avions de chasse, ça a toujours été une inspiration, comme beaucoup d'entre nous. Les pilotes passent 3 années maximum au sein de la patrouille de France. Chaque année, un nouveau leader est nommé à sa tête. En coulisses, l'équipe répète la prochaine chorégraphie sous sa direction. Encore. Virage à gauche, j'incline. Il mime les gestes de pilotage. Cadence. Cadence bien. C'est ce qu'on appelle la musique. Et je dégauchis maintenant. En fait, toute l'équipe réagit à la voix pour qu'on ait l'impression en fait, d'évoluer en un seul avion, en un plateau. Et tout le monde le fait de façon synchronisée en fonction de ma voix. Virage à gauche, j'incline. C'est de l'esthétisme. Donc si on n'est pas synchro ensemble, vous n'aurez pas cet effet de corps qu'on essaye de reproduire pour le plaisir des yeux. Pour un tombé gauche, on y va. Boucle. Répéter les figures au son de cette musique est indispensable. Car la voltige aérienne à 8 exige une synchronisation parfaite. Et tourne à gauche. Tourne encore. Tourne toujours.
À partir du mois de mai, la patrouille produit ce spectacle en France et à l'étranger. Quand on est dans les Hautes-Alpes et qu'on survole, on utilise l'Adurance et son lit pour avoir le plus d'espace quand on est en basse altitude et pouvoir naviguer entre les reliefs. Donc c'est vraiment un spectacle unique. Les rivières qui ont un lit suffisamment large nous permettent d'évoluer. Mais en revanche, à 8, il nous faut quand même de l'espace. Et lorsque en fait, la trajectoire ne nous permet plus, bien, dans ce cas-là, on remonte en altitude, au-dessus du relief, et on regarde autour de nous. Et là, on voit si, entre guillemets, elle nous ouvre les bras. Dans ces conditions, bien, on redescend en basse altitude et puis on peut survoler cette belle rivière.